Les rendez-vous d'une campagne agricole, saison 4, épisode 1. Pensé et réalisé par Écosystème en association avec Frédéric Thomas. L'actualité de l'agriculture de régénération des sols, des analyses en profondeur de sujets agronomiques et techniques, le tout en compagnie d'un invité expert spécialiste, en partenariat avec l'Allemand Plantcare. Bienvenue sur ce premier rendez-vous de la 4e saison des rendez-vous d'une campagne agricole. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le concept, c'est un moment qu'on va passer avec Frédéric Thomas, qui est agriculteur et rédacteur en chef de la revue TCS, qui est une revue d'agronomie. Donc si vous voulez en savoir plus sur Frédéric, je pense qu'on tournera un podcast un petit peu sur son parcours qui est très intéressant. Mais en ce qui concerne le rendez-vous de ce soir, l'idée c'est d'échanger avec lui sur un sujet d'actualité. Ça sera toujours un sujet qui est lié à l'agriculture et à l'agronomie. Ce soir, on a décidé de vous parler du carbone. C'est un sujet qui fait la une dans le monde de l'agriculture et bien au-delà. Et Frédéric travaille depuis longtemps sur le sujet, donc j'ai envie d'en discuter ce soir avec lui. En deuxième partie, comme à chaque fois, on va avoir un invité. Ce soir, c'est Franck Bechler, qui est lui aussi agriculteur et formateur, et qui est en quelque sorte un des associés de Frédéric Thomas. Ce n'est pas tout à fait vrai, mais on en discutera. Et puis en troisième partie, ce sera une discussion à trois, justement sur qu'est-ce que ça peut être qu'un écosystème de production. Je tenais également à remercier l'Allemand Plantcare, qui est notre partenaire et grâce à qui on peut réaliser ces rendez-vous. Frédéric, bonjour. Bonjour Mathieu. Franck, bonjour. Bonjour. Alors si on va commencer à parler un petit peu de carbone, on a vu beaucoup de publications sur la capacité de l'agriculture à stocker du carbone agricole dans les sols. On parle même maintenant de rémunérer les agriculteurs dans leurs pratiques pour le faire. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'industriels, d'agro-industriels investir dans des programmes de stockage de carbone. À la base du stockage du carbone, il y a ce qu'on appelle l'agriculture de conservation ou aujourd'hui l'agriculture de régénération des sols. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur cet aspect du carbone? Pourquoi est-ce qu'on est sur une agriculture qui stocke du carbone et pourquoi il y aurait une agriculture qui n'en stockerait pas? Disons que c'est une vieille histoire. Déjà, il y a une vingtaine d'années, on avait déjà assez bien regardé la possibilité qu'avait l'agriculture, et entre autres l'agriculture de conservation, dans la conservation du carbone dans les sols. En fait, le travail du sol est d'une certaine manière le moyen d'oxyder la matière organique et de ce fait encourage une minéralisation rapide et cette minéralisation permet donc de fournir des éléments minéraux et entre autres de l'azote qui va permettre aux végétaux qu'on cultive de démarrer vite, de pousser de manière assez vigoureuse au départ, mais on peut aussi avoir des pertes conséquentes. Et si on récupère des éléments minéraux, ça veut dire qu'il y a une déconnexion avec le carbone avec lesquels ils étaient, disons, stockés dans le sol. Et donc, à l'époque, on avait un scientifique américain qui s'appelle Donald Rekowski qui nous avait montré très clairement que lors d'un travail du sol, on avait des émanations de CO2 assez importantes. Et d'ailleurs, il comparait le travail du sol ou l'ouverture du sol à l'ouverture d'une bouteille de champagne avec des sorties de CO2. Donc, à partir de ce moment-là, lorsqu'on a vu arriver toutes les discussions sur la problématique changement climatique, les quantités de carbone, de CO2 qui augmentent dans l'atmosphère,
on a commencé à sentir que l'agriculture de conservation pouvait être un outil assez intéressant pour limiter les émissions, voire éventuellement rentrer du carbone supplémentaire dans les sols. Quand on parle de carbone, de sortie, donc si on schématise, c'est la création de la matière organique qui va venir séquestrer du carbone atmosphérique dans la végétation, puis dans le sol sous forme de matière organique. Et c'est sa libération en fait qui va relibérer du CO2, le cycle du carbone. Si on veut parler un langage dont on a plus l'habitude, un langage plus agricole, c'est en fait une histoire de matière organique. Ce cycle du carbone, est-ce qu'il faut à tout prix séquestrer du carbone dans les sols? Qu'est-ce qui se passe si j'en séquestre beaucoup et que j'en relargue pas? En quoi est-ce que l'agriculture de conservation va avoir un impact sur cette balance-là, en fait? Ce que j'ai envie de te demander, c'est comment est-ce qu'on peut relier cette problématique carbone et la fertilité? Disons que il faut parler matière organique, mais il faut aussi avant tout parler photosynthèse. Et donc, la photosynthèse est le seul moyen de rentrer du carbone dans le vivant et dans le végétal. Et donc, c'est un puissant moyen puisque les plantes sont en moyenne constituées de 40 à 45% de carbone à la tonne dans la matière sèche. Et donc, ça veut dire que si on regarde une végétation quelconque qui fait une dizaine de tonnes de matière sèche, on a rapidement 4 tonnes de carbone devant nous. Donc, c'est le premier ingrédient des végétaux. Et en fait, ce carbone, c'est des ponts énergétiques qui vont permettre d'alimenter en fait toute la vie. C'est la vie sur Terre à travers nous qui allons consommer ou le bétail qui va consommer ce qu'on va produire et nous qui allons consommer le bétail derrière. Et après, ça va être la vie à la surface du sol ou la vie dans le sol qui va, entre guillemets, décomposer. Mais en fait, cette décomposition-là, c'est le moyen de tirer son énergie du système et on a des chaînes énergétiques qui se créent jusqu'au retour du carbone dans l'atmosphère. Ça veut dire que en fait, il faut bien considérer qu'on est sur un système de bilan avec des entrées et des sorties. Et donc, si on veut augmenter la quantité de carbone dans le sol, ce qui est globalement souhaitable à plein de niveaux agronomiques, la rétention en eau, l'organisation, la porosité, l'organisation structurale, les flux de fertilité, l'activité biologique, j'en passe, c'est des meilleurs, il va falloir qu'on ait des flux entrants qui sont importants et qu'on conserve des flux qui sortent, mais qu'on ait un équilibre positif entre entrée et sortie. L'agriculture des 50 dernières années, avec beaucoup de travail du sol, avec des fertilisants en quantité, avec de l'irrigation, avec peu de couverture végétale ou beaucoup d'interculture nue, a plutôt été sur un équilibre négatif qui a permis de sortir beaucoup de carbone. Là, on récupérait de la fertilité, mais on n'avait pas assez d'entrée pour équilibrer. On a vu les taux de matière organique descendre. Tandis que à partir du moment où on s'oriente en agriculture de conservation, on va limiter la sortie, ou plutôt la ralentir en limitant le travail du sol. Et puis, généralement, grâce aux couvertures, à la couverture végétale, on va, et aux rendements qui peuvent être assez conséquents, augmenter les entrées. Et donc, c'est ça qui va permettre d'avoir un équilibre positif et qui fait qu'on va être en croissance de matière organique dans le sol. Et si on est en croissance de matière organique dans le sol, on a les bénéfices agronomiques pour nous, mais on a en même temps une réduction de la quantité de carbone atmosphérique par une forme de séquestration. Et effectivement, c'est bien montré en termes de changement climatique et d'émissions de gaz à effet de serre. Après, on y reviendra parce qu'il n'y a pas que cette histoire de carbone. Mais on sait que les sols sont à la fois une source d'émissions de gaz à effet de serre quand il s'agit de déforestation, de consommation d'humus des sols, de dénitrification aussi, on y reviendra. Mais c'est en même temps, et c'est le seul puits de carbone
C'est un puits de carbone d'ailleurs qui est extrêmement efficace, plus que l'océan. C'est-à-dire que si on a des changements d'usage des sols et que ces sols passent de émetteurs de gaz à effet de serre à séquestrateurs, en fait, on a un remède. Et c'est là où j'ai envie d'aborder un autre sujet. C'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un bilan de gaz à effet de serre, l'agriculture est rangée dans la même catégorie que les autres activités humaines, c'est-à-dire que pour nourrir les quelques milliards d'humains qu'on est sur la planète, on utilise beaucoup d'énergie. Cette énergie vient principalement de la fabrication des engrais de synthèse. Et cette utilisation des engrais de synthèse, notamment de l'azote, produit aussi des gaz avec un fort effet de serre. Et ce qui fait que la production de notre alimentation participe de cet effet de serre. Et je sais que c'est quelque chose en fait qui te dérange quelque part. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ton point de vue sur le sujet? Alors, il y a plusieurs choses qui me dérangent dans la manière dont les choses sont présentées. La première, c'est que la manière dont le GIEC organise et présente l'impact de l'agriculture en termes de réchauffement climatique ou d'émissions de gaz à effet de serre. Alors au niveau mondial, on doit être présenter à quasiment 23%, presque un quart. Et au niveau national, on est à 19%. Ce qui permet aux médias de facilement reprendre que l'agriculture contribue à hauteur de 25% des émissions de gaz à effet de serre. Et quand on regarde comment les calculs sont faits ou les évaluations sont faites, en fait, quand ils parlent d'agriculture, ils intègrent toute l'agriculture, hein, c'est-à-dire de la partie production jusqu'à la partie consommation, j'osais même dire jusqu'à la digestion des aliments et au traitement des déchets qui sont faits derrière. Donc là, d'intégrer l'activité agricole productive et d'intégrer l'activité de transformation et l'activité de consommation, c'est un petit peu surfait d'une certaine manière. Oui, alors c'est un point intéressant parce que si on regarde justement des analyses de cycle de vie, donc si on regarde le devenir d'un produit agricole jusque chez le consommateur, y compris son destin dans les toilettes, on regarde, on voit que la production des matières premières pèse jusqu'à 70%, voire plus pour des produits laitiers ou carnés. Et c'est d'ailleurs pour ça que les industriels qui ont fait ces analyses de cycle de vie, aujourd'hui s'intéressent à la manière dont ils sont produits chez les agriculteurs pour que ça change. Donc on a quand même un poids malgré les transports, j'ai envie de dire le gaspillage, la transformation. Ça n'est pas le poste gaz à effet de serre principal, c'est la production agricole primaire qui reste le poste principal. Et ça, c'est lié à un phénomène qui est relativement simple, c'est que tout le monde parle de CO2, puisque le CO2, c'est majoritairement le gaz à effet de serre qui est majoritaire, et donc on a ramené, en fait, on a fait des équivalents CO2 pour les autres gaz à effet de serre. La problématique, et c'est là où j'ai envie de te répondre, on a une problématique en élevage qui est les émissions de méthane, donc il y a un gaz à effet de serre extrêmement puissant, mais dont la durée de vie est assez brève dans l'atmosphère. Et dans l'agriculture, on a ce qu'on appelle la dénitrification, qui va produire du N2O, qui est un gaz à effet de serre extrêmement puissant et extrêmement durable dans le temps. Et en fait, elle est là, l'empreinte de l'agriculture. C'est-à-dire que aujourd'hui, les systèmes sont émetteurs. Donc, Sol Capital, qui est une entreprise belge qui fait de la certification carbone et qui rémunère aujourd'hui les agriculteurs sur le sujet, ont montré dans leur panel qu'il y avait à peu près 2/3 des systèmes qui étaient émetteurs de gaz à effet de serre. Il y en avait 1/3 qui séquestraient, parce que, comme tu l'as rappelé, ils avaient des pratiques de réduction de travail de sol, de couverture végétale, d'amendement organique, etc. Mais en fait, ça n'enlève pas cette problématique d'azote. Alors, il y a deux problématiques sur l'azote. La première, c'est la dénitrification qui contribue à l'effet de serre. La deuxième, c'est que l'azote, c'est quasiment de l'énergie fossile pure. C'est fait à partir de gaz naturel. Mais en gros, pour produire 1 kilo d'engrais azoté, il faut 1 litre de pétrole. Ouais, on arrive sur un sujet très vaste et intéressant à ce niveau-là.
Le protoxyde d'azote est effectivement extrêmement radiatif, hein. On est quasiment à 300 CO2, hein. Si on met un protoxyde d'azote, on a un équivalent de 300 CO2, 298 derrière. Donc c'est vrai que ça fait monter très rapidement le bilan. Ensuite, l'agriculture en émet et tout dépend comment on va gérer les choses. En matière de gestion d'effluents d'élevage, la manière dont les effluents sont traités, sont épandus et sont incorporés au sol ou à la végétation va changer énormément au niveau de l'ammoniac, hein, ça on le sait, mais on pressent que ça va jouer à peu près de la même manière au niveau du protoxyde d'azote. J'ai un peu l'impression qu'on prend tout le temps la plus mauvaise école ou les plus mauvais exemples. En matière de protoxyde d'azote et de méthane, il y a énormément de lagunage, il y a énormément aussi de stations d'épuration qui sont fortement émettrices. Faut pas qu'on oublie non plus, hein, c'est une forme d'élevage, ça. Après, dans l'application des engrais, ok, les engrais, c'est de l'énergie, sachant que une grande partie des fabricants d'azote européens sont en train déjà de réfléchir et de travailler sur la fabrication d'engrais azotés qui est très énergivore à base de... Si on prend Yara, ils travaillent sur l'hydroélectricité ou travailler sur de l'éolien. Comme on est sur de l'énergie intermittente, en fait, on peut arriver à produire de l'énergie, de l'azote autrement, hein. Donc, mais ils sont en train d'y réfléchir. Alors la majorité aujourd'hui sont sur du gaz et on voit bien les problèmes que c'est en train de causer. Même il y a certaines entreprises qui sont en train de se dire le gaz est trop cher, on arrête de produire de l'azote et qui risquent de nous poser quelques difficultés en début d'année prochaine. Ceci étant dit, la partie émission, si on est dans une forme d'agriculture de conservation bien montée, avec des résidus importants à la surface du sol, et avec une surface de sol qui est chroniquement en carence en azote, il y a quand même des grandes chances qu'on ait une majorité d'azote qui reste dans le système et qui ne s'envole pas. Alors c'est sûr que si on est sur des applications printanières, sur des sols qui sont battus, qui ont presque une petite couche de boue à la surface, on aura forcément des émissions importantes, voire même un lessivage avec l'érosion que l'on aura. La manipulation de l'azote est quelque chose, on le connaît très bien en matière d'élevage, on le sait très bien si on manipule de l'urée, on manipule des nitrates. C'est la manière dont on épand et le réceptacle qui va vraiment impacter sur ce que l'on va perdre. Je pense que ça va être à peu près pareil pour le N2O. Merci Frédéric. En fait, ça rejoint un peu le constat qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a différentes modélisations de dynamique de gaz à effet de serre en agriculture. En France, c'est donc la méthode, le label bas carbone avec la méthode grande culture qui a été mise au point. Et ce qu'on peut constater qui est intéressant, c'est que autant les entrées de carbone dans le système sont, peut-être que parfaitement est un mot trop fort, mais sont bien paramétrées. On sait bien quand on va retourner des résidus, des matières organiques, des couverts au sol, la quantité à la fin de carbone stable qui va rester. Donc ça, c'est une partie de l'équation qui est tout à fait bonne. Sur cette question de la dénitrification, là où je te rejoindrai, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on prend une espèce de moyenne mondiale à 1% des engrais qui seraient dénitrifiés. Comme tu l'as dit, on sait que ça dépend avant tout du climat, puis ça dépend de la nature des sols, puis ça dépend des pratiques, etc. Donc il y a un gros boulot. Alors là où je te rejoindrai peut-être pas tout à fait, c'est produire de l'azote avec de l'éolien. Si on devait assurer la sécurité alimentaire mondiale en produisant de l'azote avec de l'éolien, je pense que tout le monde ne mangerait pas à sa faim. Mais ça, c'est un avis personnel. Merci pour cet éclairage. Alors, maintenant, si on s'intéresse un peu plus à l'économie,
avec aujourd'hui l'Eldorado carbone, les agriculteurs qui ont été en difficulté ces dernières années. Alors c'est en train de changer là peut-être, tant mieux, avec les prix remontent, mais est-ce qu'on a raison de croire en un Eldorado du certificat carbone? Est-ce qu'en fait on va être payé pour ça? Est-ce que ça représente beaucoup? Comment est-ce que tu vois cet outil carbone dans ton approche systémique? Alors avant de répondre à ta question, j'aimerais bien revenir sur le sujet de l'azote. Il faut quand même être conscient qu'on ne stockera pas de carbone dans les sols si on n'a pas d'azote à lui associer. Le C sur N de la matière organique est quand même dans un petit couloir et voisin de 10. Ça veut dire que pour chaque, disons, 10 atomes de carbone, il faut un atome d'azote pour le stocker dans le sol. Ça veut dire que pour pratiquement un point de matière organique dans la majorité des sols, on aura environ 20 à 25 tonnes de carbone et il faudra quand même 2000 à 2500 kilos d'azote à accrocher avec ce carbone. Si on n'a pas cet azote-là pour accrocher les carbones, ça ne marchera pas. Le carbone repartira. Il faut dire aussi, et ça c'est toute l'ambiguïté des débats autour de l'agriculture, que on consomme aujourd'hui, globalement, autant d'énergie en agriculture, engrais compris, fuel compris, chauffage des serres compris, qu'on en consommait en 1800. Simplement, en 1800, la totalité d'énergie, c'était de l'alimentation pour les agriculteurs, c'était de l'alimentation pour les animaux de trait, etc. Mais quand on regarde la consommation d'énergie pour l'agriculture mondiale, on n'a pas changé globalement la quantité. Il y a simplement eu des transferts et les engrais font partie de la grosse quantité énergétique avec le reste de l'énergie dans les tracteurs, les serres, etc. Par contre, grâce à ça, on a quand même plus que doublé, voire presque triplé la productivité. Ça veut dire que il y a un moment, il faut accepter, si on veut faire tourner la machine énergétique et la machine production, d'injecter une énergie sous forme d'engrais, sous forme de fuel, pour en retirer, si on reste sur la partie céréalière, entre 4 et 5 unités énergétiques. Par contre, c'est bien ça le paradoxe, si on n'a pas cette énergie-là, qui aujourd'hui est beaucoup plus fossile, on n'arrive pas à retirer l'énergie qui peut être utilisée à l'autre bout. Donc, c'est vraiment toujours regarder les choses en matière de bilan, et l'énergie est très intéressante à ce niveau-là. Pour en revenir à ta question d'Eldorado, je ne pense pas qu'il faille croire à l'Eldorado. Même moi qui a, entre guillemets, passé presque 20 ans à attendre et à faire la promotion du jour où on arrivera à toucher un petit peu de rémunération pour conserver du carbone ou décarboner d'autres entreprises. C'est très bien qu'aujourd'hui, les premiers certificats arrivent. Ceci étant dit, faut considérer que c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ce sont que les modèles agricoles qui seront bien montés, qui pourront être séquestrateurs. Et en fait, il y aura un lien assez fort entre la capacité agronomique, la performance économique et la capacité d'aller chercher un bonus. Il faut vraiment le regarder comme une forme de bonus en matière de certificat carbone. Merci pour ce point-là. Il y a également aussi une déconnexion qu'on peut observer à l'heure actuelle entre la volonté de la société ou des industriels de transformer l'agriculture. Donc, les systèmes dont tu fais la promotion depuis une vingtaine d'années sont arrivés maintenant en mainstream, j'ai envie de dire, chez beaucoup d'acteurs politiques, d'acteurs industriels, d'acteurs économiques. Donc en fait, il y a une volonté de transformer l'agriculture, mais on n'a pas demandé aux agriculteurs s'ils avaient envie, eux,
de le faire. Et comment est-ce que tu analyses en fait la situation de l'agriculteur aujourd'hui face à cette demande extrêmement forte de la société? On est à une période assez intéressante à tout point de vue. Premièrement, quand je regarde ou j'écoute ou je lis et que j'entends toutes ces entreprises, ces industries qui disent on va être neutre carbone en 2030, en 2035, en 2050, euh, j'ai une petite inquiétude parce que en fait, ça reste des gens qui transforment, qui utilisent de l'énergie et il n'y a aucun moyen. Ils peuvent optimiser certaines de leurs chaînes, limiter certains de leurs transports, etc. Mais ils seront toujours dans la transformation, ils seront toujours consommateurs d'énergie et ils seront toujours émetteurs. Et donc, les seuls qui sont capables de capter du carbone dans le système, c'est ceux qui gèrent la photosynthèse. Il n'y a que ceux qui gèrent la photosynthèse. Alors, il y a les Norvégiens qui sont en train de réfléchir à être capables, une machine capable de capter le carbone et de pouvoir l'injecter dans leur ancien puits de pétrole. Mais mis à part ça, c'est la photosynthèse qui est la plus efficace parce que je reviens sur la composition du végétal, c'est au moins 40% de carbone. Et donc, eh bien, qui gère la photosynthèse? C'est les agriculteurs. Et donc là, on va retrouver une certaine position de leadership. Alors, on a déjà une position de leadership en tant que production de la nourriture, mais ça a tellement été banalisé et on est suffisamment éloigné des dernières crises alimentaires, au moins pour notre zone occidentale, que les gens ne s'en rappellent pas. Mes parents s'en rappelaient, mais nous et les gens, la majorité des gens aujourd'hui ne s'en rappellent pas. Donc, la deuxième peut-être fonction intéressante de l'agriculture aujourd'hui et demain sera peut-être de rentrer du carbone dans le sol et au moins compenser ce qu'émettent certaines entreprises ou la majorité des entreprises. Merci Frédéric pour cet éclairage sur le carbone. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres rendez-vous parce que ça soulève pas mal de réflexions. Mais il va être temps pour nous de passer à la deuxième partie. Et donc, on va accueillir Franck Bechler. Franck, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots d'où tu viens, qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui? Alors, à l'origine, je suis fils d'agriculteur. Donc, j'ai toujours eu une sensibilité là-dessus, mais je ne pouvais pas reprendre la ferme. Et donc, je me suis orienté naturellement sur le métier de conseiller. Donc, avant d'être agriculteur, j'étais conseiller agricole dans un organisme où j'accompagnais les groupes de développement agricole avec un objectif de favoriser, je dirais, le développement et la rentabilité des structures. J'ai toujours été sensibilisé sur le sol. Et en fait, régulièrement, je faisais des profils de sol. Et petit à petit, en 10-15 ans, une quinzaine d'années, je me suis rendu compte que d'année en année, en fait, les sols se dégradaient. Et donc, j'ai souhaité mettre en place un groupe spécifique sur la préservation des sols. Et en fait, très très vite, on en est venu à travailler sur l'approche de l'agriculture de conservation. Donc j'ai travaillé là-dessus pendant un bon nombre d'années, et puis au bout d'un moment, on a envie de faire. Après avoir conseillé, on a envie de faire. Et donc l'objectif là, c'était de prendre mon envol et de m'installer en tant qu'agriculteur. Donc aujourd'hui, je suis agriculteur depuis maintenant 4 ans. Et en même temps, j'ai une société de conseil, une structure de conseil en agronomie et en agriculture de conservation.
Et donc, je lie l'utile à l'agréable et je m'appuie aussi sur la ferme pour mettre en application les choses que je dis et regarder aussi les choses qui ne marchent pas et ce qui me permet d'être beaucoup plus pertinent en fait dans l'approche et le conseil. Alors, juste avant qu'on commence cette émission, on discutait tous les trois en buvant un verre. Et donc, tu connais Frédéric, je crois, de longue date. Et puis, quand il t'a dit en fait que tu allais t'installer dans le Loir-et-Cher, il a dit ah, bah, c'est super, etc. Et puis, quand il s'est aperçu que tu allais t'installer juste à côté de sa ferme, il s'est dit soit il est complètement crétin, parce que en fait, ça fait partie des pires terres de France, tu pourras revenir dessus. Soit il est très malin, et je pense que c'est la deuxième, c'est d'être installé pas très loin de Frédéric. Mais est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es allé volontairement t'installer dans un secteur, osons le dire, pourri, qu'est la Sologne, hein. Si en Sologne il y a des arbres, c'est pas pour rien, c'est quelque chose des sols qui sont à la fois extrêmement humides en hiver et extrêmement séchants en été. C'est extrêmement difficile de produire, avec une forte pression d'ailleurs du gibier, des sangliers. Et en fait, comment tu as fait pour venir t'installer sans forcément beaucoup de capitaux hors cadre familial, comme on dit de nos jours? En fait, quelle est l'orientation, quel est le business model que tu as pris pour que ça puisse fonctionner? Ça s'est fait un peu naturellement. Je connaissais Frédéric déjà parce que j'étais le conseiller du secteur, donc je connaissais déjà son approche et donc petit à petit, on est venu aussi s'inspirer de ce que faisait Frédéric avec le groupe avec lequel je travaillais. Donc je connaissais déjà l'organisation un peu de la ferme. Et puis après, l'installation, hors cadre familial, sans aide JA, pas d'aide. Donc il fallait trouver des systèmes en fait qui ne soient pas trop prenants en termes de capitaux, parce que déjà je les avais pas. Donc déjà s'installer sur une exploitation agricole en Sologne, on sait déjà qu'on part sur peut-être un niveau de fertilité très très bas, mais par contre on sait que ça va pas nous coûter très très cher à la mise en place. Donc ça c'était un premier élément. Et puis après, le deuxième élément, c'est que on commençait déjà avec Frédéric à travailler ensemble, c'est-à-dire que je venais superviser un peu les terres lorsqu'il n'était pas là. Et en fait, l'entente s'est fait petit à petit, on va dire intuitivement, parce que ça matchait entre nous. Et puis moi, je voulais surtout m'installer sans bâtiment et sans matériel, par des soucis justement financiers. Et donc, le fait de venir à côté de la ferme de Frédéric, ça nous a permis de constituer une organisation basée sur le système d'entraide et qui me permet d'avoir la jouissance de matériel que je n'aurais jamais pu m'offrir, surtout avec 70 hectares. Il est hors de question d'investir dans du matériel avec 70 hectares. Donc, et puis en même temps, moi, par ce système d'entraide, ça me permettait de venir en appui sur la ferme de Frédéric pour aider et complémenter, je dirais, les activités sur la ferme. Alors ça, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne en troisième partie, l'écosystème humain que vous avez mis en place. Mais si on parle maintenant de ton système de production, donc j'allais dire jeune agriculteur, mais plus si jeune que ça, pas forcément avec des capitaux, qui doit s'installer chez Frédéric, qui est un céréalier sologno. Tu es parti sur quoi et quelle était ta stratégie? Alors, avant de changer de boulot, j'avais dit aux agriculteurs avec qui je travaillais, qui étaient tous partis dans cette approche agriculture de conservation, au bout d'un moment, on capitalisait pas mal de références. Et à un moment, je leur ai dit, il est possible que dans bon nombre de situations, la réintégration de l'élevage dans les systèmes soit une piste très intéressante. Et en fait, donc j'ai commencé à rechercher, à faire des recherches là-dessus.
Et puis est venu un voyage qui a pas mal scellé les choses avec l'association Base, où on est parti aux États-Unis. Je savais que j'allais voir des choses intéressantes qui n'étaient pas forcément calcables chez nous, mais en tout cas s'inspirer de certaines choses. Et en fait, j'ai vu qu'il travaillait beaucoup avec l'animal de façon très pertinente, dans une dynamique. Et donc ça m'a conforté dans le système. Donc en revenant, je me suis dit, pour régénérer mes sols, pour aller plus vite, parce que quand on démarre à 44 ans, une ferme, on n'a pas toute la carrière devant soi, et donc il faut aller vite pour commencer à en tirer les bénéfices. Et donc, je pars du principe que en intégrant l'élevage dans ces systèmes de production en agriculture de conservation, ça va me permettre de dynamiser les flux de carbone, de me forcer à produire de la biomasse différemment, de changer de paradigme au niveau de la production. Et donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, j'ai acheté un cheptel, j'ai acheté 5 vaches Aberdeen Angus. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus parce que voilà, le cheptel croît. Et j'ai aussi des brebis solognottes qui me permettent en fait de très très complémentaires dans la gestion de l'offre biomasse sur la ferme. Et la règle, c'est d'être sur une gestion adaptative de l'offre biomasse pour produire du carbone, comme on en a parlé tout à l'heure, parce que c'est le leitmotiv, et que quand on part avec 1,5 point de matière organique, et si on veut commencer à avoir une certaine résilience dans ces sols-là, il faut monter à 3. Donc ça nécessite un investissement donc de par la production de biomasse et la dynamisation de cette captation de carbone par l'introduction de l'élevage dans le système, par le pâturage. Alors, tu as parlé de deux élevages. Donc, il y a un élevage de solognottes et qui est donc la race locale et qui est parfaitement adaptée justement à ces conditions un petit peu humides hivernales, très, très rustiques. Et puis, tu as parlé aussi de l'Aberdeen Angus. Mais pourquoi tu n'as pas mis de la Limousine ou de la Charolaise, qui vont être des vaches peut-être avec, on s'imagine, des meilleurs rendements, des meilleures carcasses. C'est quoi, en dehors du fait que je sais que tu aimes beaucoup cette race-là, quel est l'orientation économique, pratique de ce choix-là? En fait, quand on va chercher la souche originelle de l'Aberdeen Angus, le natif, on retrouve des animaux petits, trapus, qui ont des formidables rendements. C'est une vache, en plus, quand on est autodidacte en élevage, il faut une vache assez douce. C'est une vache qui n'a pas de cornes, qui a le gène sans cornes. C'est la seule à avoir le gène sans cornes. Donc, en fait, elle avait tous ces atouts-là pour moi. Donc, des petits animaux pas trop lourds dans la gestion du pâturage et du trafic des animaux sur les parcelles qui sont en cours de conversion. Et ben là, il me fallait des animaux, je dirais, avec des faibles poids. Et des animaux aussi avec des capacités, des vélages faciles, de la docilité, comme je le disais, et capable aussi de supporter en fait des variations climatiques assez importantes. Et ça, en fait, le voyage aux États-Unis m'a confirmé ça, parce que quand on est dans le Dakota, on est dans des situations très continentales et on passe très vite de moins 30 degrés à plus 35. Et donc, ils ont exclusivement quasiment que ces animaux-là et de la Hereford. Et donc, je me suis dit, bah oui, donc elle coche quand même pas mal d'éléments intéressants. Le souci qu'elle a aujourd'hui en France, c'est qu'elle est boudée sur les marchés classiques et qu'il fallait donc que je trouve une piste pour valoriser les animaux que j'allais produire. Et donc, tout naturellement, en fait, je suis parti sur de la vente directe. Et donc, ça me permet de valoriser très, très bien les animaux. Voilà pourquoi, en fait, je suis parti sur l'Aberdeen Angus. Très bien. Tu es un éleveur donc bovin allaitant.
et de moutons, mais tu n'es pas parti sur le modèle de la prairie. Parce Mhm. qu'on voit bien, pour l'instant, rien ne te différencie d'un éleveur du Limousin, du Massif central. Or, en fait, tu n'es pas du tout parti sur un système avec de la prairie et des cultures. Tu es parti sur un paradigme qui est complètement différent, qui est d'arriver à produire de la biomasse toujours et tout le temps. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne? Alors, je sais qu'en plus, c'est très évolutif, c'est-à-dire que ça change, tu t'adaptes beaucoup à l'année, tu vois beaucoup de choses et tu changes ton système. Mais aujourd'hui, l'équilibre de ton système, donc production grain et production viande, il marche comment agronomiquement? Enfin, c'est quoi le... Alors, avant de parler de l'entrée agronomique, il y a aussi l'entrée financière. C'est-à-dire que j'ai pu m'installer parce que j'ai contractualisé une MAE, C, en évolution prairie. Donc, ça va un petit peu à l'encontre de l'approche dont tu parles, mais je vais expliquer pourquoi. Donc, en fait, c'était le feu vert pour que la banque me suive. Donc, on est parti là-dessus. Donc, il a fallu, sur les 70 hectares, remettre de la prairie temporaire pour arriver au fameux 50%, un peu plus de 50% de la surface en prairie. Sauf que je me suis très vite rendu compte que l'approche prairiale n'est pas forcément la plus résiliente dans nos systèmes. On parle souvent de oui, les prairies, c'est super parce que ça génère de la biodiversité, on stocke du carbone. Sauf que dans des sols pauvres, une prairie ne produira pas plus qu'une céréale en tonnage de biomasse. Donc chez nous, c'est quasiment calé. Hein, c'est-à-dire que si je suis capable de faire 35 quintaux en triticale, je ferai 3,5 tonnes de matière sèche en prairie. Et le pire de tout ça, c'est qu'on ne le fait pas sur 365 jours. On va le faire, en gros, on va dire de début octobre ou mi-octobre jusqu'au 15 juin. Et à partir du 15 juin, en règle générale chez nous, les prairies sont paillasses. Et d'ailleurs, les systèmes conventionnels qu'il y a autour, à fourrage, à partir du 10-15 juin, les animaux en prairie, parce que en fait, les prairies ne fonctionnent plus. Donc la prairie n'est pas forcément super performante en termes de production de biomasse. Donc il a fallu que je change moi mes règles de fonctionnement parce que je ne rentre pas mes animaux, j'ai 0 bâtiment, tous mes animaux restent dehors, donc 100% à l'herbe, au foin ou en couverts végétaux. Et donc au départ, la première règle, c'était de se dire, tout compte fait, je vais pouvoir aussi produire des couverts en interculture, sauf que quand vous êtes sur des sols qui sont complètement à plat, la difficulté, c'est de réussir la levée de ces couverts. Et donc, en démarrant depuis 2018, en fait, j'ai cumulé les échecs en termes de production de couverts, alors que chez Frédéric, on a un exemple qui me plaît, moi, de raconter, c'est qu'il y a une année, l'année la plus chaude, on a semé des couverts. Donc, c'est moi qui les ai semés. Donc, on avait le même tracteur, le même semoir, le même chauffeur, la même semence, semée le même jour, à 300 mètres d'intervalle. Frédéric a réussi à faire 3 tonnes de matière sèche dans ces parcelles-là, ce qui était déjà une performance à 40 degrés en plein cagnard. Et moi, j'ai fait 500 kilos. Donc là, je me suis dit, les couverts, c'est gentil, mais jamais je n'arriverai à sécuriser mon système avec ça. Donc j'ai changé de paradigme et donc je suis parti sur des productions de biomasse de façon assez intensive, en substituant une partie de l'assolement que j'avais en céréales à destination de fourrage et de production de biomasse pour le sol. Et là, ça m'a permis de tout de suite monter mon système beaucoup plus vite. Donc, si on fait le calcul, très simplement, quand on commence, par exemple, à implanter un métail, un triticale poivès à partir du 10 octobre, ça veut dire qu'en gros, une semaine après, on est déjà sur du vivant au niveau du sol. Et vous emmenez ça jusqu'au printemps. Et au printemps, donc ça vous donne un stock stratégique de sortie hiver
si jamais les prairies démarrent tard ou si le printemps tarde à arriver. Donc ça nous donne un stock stratégique pour mettre des animaux. Si on ne le met pas, c'est pour le sol. Et la première priorité, c'est de faire cette ration-là pour le sol. Et tout de suite après, on vient ressemer une production fourragère, soit un biomax, comme on connaît, donc un mélange multi-espèces, et qui est là vraiment semé dans les meilleures conditions, puisque c'est l'époque où on peut semer des maïs ou des tournesols, donc on a des super conditions pour faire de la biomasse, ou du sorgho. Je fais du sorgho fourragé. Et là, ça va me permettre d'avoir un stock stratégique à partir, on va dire, de la fin juin, pour pouvoir faire pâturer mes animaux durant tout l'été, alors que les prairies ne fonctionnent plus. Ce qui fait que ça, je peux faire pâturer ça du sorgho multicoupe 2 à 3 fois tout au long de l'été. Là, on arrive au dernier pâturage et on va pouvoir ressemer derrière les sorghos, ce qui me permet d'avoir, je dirais, de ne pas avoir déstocké le foin que j'ai pu mettre de côté pour l'hivernage, et d'avoir régénéré mes sols de façon super performante, quoi. Mais il faut bien comprendre aussi que je suis obligé de substituer une partie de la surface dédiée aux céréales pour le faire. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, dans le système que j'ai mis en place avec le contexte pédoclimatique du secteur, je n'ai pas trouvé d'autre solution que de passer par cette voie-là pour dynamiser mon système et capitaliser en carbone. Excepté cette année où, comme on a eu de l'humidité après récolte, on a pu mettre en place des couverts, donc on en profite. C'est pour ça que je dis que souvent qu'on est sur la gestion adaptative en fait de l'offre biomasse. Et donc là, c'est une domaine. On va repartir sur les couverts végétaux avec les animaux. Et il va me rester encore de la prairie sur pied, du stock sur pied, parce que comme j'ai débrayé sur les fourrages, ça a permis à la prairie de se régénérer tranquillement. Et donc aujourd'hui, je suis assez serein. Là où il faut faire attention, et de temps en temps on me dit l'inverse, mais c'est en fait de bien comprendre dans le système dans lequel on est, dans le contexte pédoclimatique que l'on est, et de l'offre biomasse maximum que notre sol est capable de nous fournir. Et donc le nombre d'animaux, le nombre d'UGB hectares doit se calquer, et j'insiste là-dessus, doit se calquer sur l'offre biomasse. Parce que si on cherche à intensifier le nombre d'UGB à l'hectare, très très vite en fait dans ces systèmes-là, on devient fragile, et donc assez souvent on doit en fait importer de la biomasse extérieure. Et dans ces situations-là, en fait, très souvent, c'est parce que si on l'importe, c'est que ça va pas bien, qu'il fait sec, il fait sec partout. Et donc, la biomasse que l'on achète, en fait, elle devient, on l'achète à des prix énormes. Et là, on n'est plus du tout résilient dans le système, quoi. Donc, on est sur un fonctionnement très économe, bas coût, très peu d'intervention matérielle. Les investissements sont faits sur le sol, sur les clôtures, sur la gestion de l'eau, point. Voilà. Et je dis souvent qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, ce que je comprends de mon exploitation, c'est que je dois gérer 2 MO, la gestion de la matière organique et la gestion de la main-d'œuvre, pour que les deux switchent et apportent le bénéfice au système. Et c'est pour ça, on y reviendra, c'est pour ça aussi le fait de travailler avec Frédéric en communauté d'intérêt, comme on en parlera tout à l'heure, me permet de sécuriser aussi le système. Merci Franck. Est-ce que le voisin a envie de porter un regard sur le système de Franck ? Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que on avait déjà rentré de l'élevage dans notre système avec l'arrivée d'un autre collègue, José, à partir de 2012-2013. Et on avait bien vu qu'il y avait énormément de bénéfices à rentrer de l'élevage. Alors, je dirais les bénéfices, ils sont encore plus importants parce qu'on est dans une situation de, disons, comme tu l'as bien dit, Franck, pédoclimatique assez serrée, assez tendue.
Et historiquement, il y avait de l'élevage et aujourd'hui, il y a vraiment une place pour l'élevage. Mais on a déjà très rapidement glissé vers une forme un petit peu innovante, sans bâtiment, pâturage découvert et pâturage 365 jours par an. Et en fait, on a presque adapté le concept qu'on avait d'agriculteur de conservation très céréalier. On a presque transféré les mêmes approches dans l'élevage. Alors aujourd'hui, c'est super intéressant de voir comment Franck évolue. Et ça nous donne, ça nous donne et ça me donne aussi de nouvelles idées. Et en fait, c'est au-delà des intérêts en tant que main-d'œuvre, en tant que partage des équipements, partage des compétences que nous apporte la communauté d'intérêt. Euh, Chacun a un petit peu ses façons de voir différentes à son contexte. Et moi, je trouve très intéressant de voir comment il développe l'élevage à côté. Ça m'apporte des informations assez pertinentes. C'est quelque chose d'assez intéressant parce que ceux qui vous connaissent savent que en fait, le niveau technique, j'ai envie de dire de l'un et de l'autre, mais vous n'êtes pas tout seul, est excellent. C'est-à-dire qu'on a des systèmes qui sont agronomiquement extrêmement bien pensés, c'est techniquement bien fait. Donc on est vraiment dans un modèle technique agricole qui est intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, et c'est ça que j'aimerais aborder maintenant, c'est le côté humain. C'est-à-dire que on sait que dans un écosystème, c'est la diversité et le nombre de relations entre les individus qui peuplent un écosystème qui fait la stabilité et la richesse de l'écosystème. Et on en parle quand on parle de matière organique, de résistance aux maladies, c'est des choses qui sont connues de la science et de l'écologie. Mais en gros, vous avez appliqué exactement la même chose à votre système économique. Et c'est vraiment de ça dont j'ai envie de parler. Quand on parle aujourd'hui de communautés, de production, etc., on pense tout de suite à des communautés un petit peu, ce qu'on appelait avant baba cool, etc., alternatives, hein, qui vont se retrancher de la société et vivre en collectivité. Et vous avez réussi à former, en fait, pas une collectivité, mais une communauté d'intérêt, mais là, tu as juste abordé le sujet, qui n'est pas seulement économique et qui va beaucoup plus loin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Disons que j'ai depuis longtemps cette façon de voir. Lorsque j'ai animé un petit peu l'association base, pour moi c'est important que qu'on ait un fonctionnement très horizontal. On était obligé d'avoir un président, on était obligé d'avoir un secrétaire, d'avoir des trésoriers, d'avoir une organisation. Mais après, dans le mode opératoire et le mode décisionnel, je souhaitais que ce soit très horizontal et que ça copie un petit peu ce qu'on essayait de faire dans les champs. Parce que tu l'as bien dit, dans les champs, on essaye d'insérer le maximum de diversité. Et on voit bien que graminées, légumineuses, crucifères, ça joue bien ensemble. Et si on met que des légumineuses, ça va pas si bien jouer que ça. Si on met que des crucifères, ça va pas si bien jouer que ça. Et qu'il faut le bon équilibre. Et donc, c'est un petit peu de manière intuitive la même chose qu'on a essayé de calquer dans notre organisation. Et donc, il faut absolument que les gens soient prêts, mais les gens aient des compétences et des fonctionnements qui sont différents. Alors, faut faire un effort au départ, parce qu'on a toujours tendance, quand on raisonne amis, de se rapprocher des gens qui pensent comme soi, qui fonctionnent comme soi, qui ont les mêmes envies, mais qui ont même les mêmes trous dans la raquette. Et donc là, c'est vraiment quelque chose de contraire, de contre-intuitif, aller chercher des gens très différents. Et c'est cette différence-là qui va compléter le manque de compétences qu'on peut avoir sur certains éléments, certains dossiers.
Donc ça, c'est pour nous vraiment un point important dans la manière dont on organise les choses. Ça me fait penser à autre chose. Aujourd'hui, les agriculteurs se plaignent beaucoup et c'est vrai que c'est difficile. La situation économique n'est pas forcément simple, ils ont peu de marge de manœuvre. Il y a la météo qui est pas très favorable non plus sur ces dernières années. Là, on a eu une année un peu plus clémente. Mais il y a aussi une part de leur faute, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'imagine pas la production agricole sans avoir accès à la terre, hein. En fait, c'est une conquête de la Révolution française et c'est un droit, la propriété privée, etc. Et c'est quelque chose d'intéressant. Mais on constate souvent dans la campagne un peu une volonté de bouffer le voisin. Et donc, il y a une perte d'énergie phénoménale. Ça aboutit à des spécialisations ultimes et à des rotations extrêmement pauvres. De la spécialisation, moi je suis céréalier, moi je suis éleveur. Et ce que vous avez réussi à monter, en fait, c'est un véritable écosystème. Et Franck, la question que j'aimerais te poser, donc tu as rejoint Frédéric Thomas, qui était quand même donc qui est quelqu'un qui est installé, si je me rappelle bien, depuis la 5e génération sur une ferme, qui était une ferme sur laquelle on avait déjà un premier éleveur de moutons, José, il y avait une plateforme de compostage. Et en fait, comment est-ce que tu as réussi à t'insérer en tant que nouvel arrivant dans l'écosystème? Ben, en fait, ça a été très simple parce que euh, on a établi, on a regardé avec Frédéric, mais aussi avec José, quelles étaient les complémentarités, comme Fred le disait. Qu'est-ce que je pouvais apporter, moi, en fait, à cet écosystème? Moi, je savais ce que pouvait m'apporter la ferme de Frédéric, l'infrastructure, un point de chute. Donc voilà, une possibilité de repli pour du matériel éventuellement, des choses comme ça. Et en fait, bah, moi je suis venu compléter une partie du trou de la raquette avec cette approche, on va dire, entre guillemets, technique, voilà, sur la partie phytosanitaire, le conseil sur ces approches-là. Et puis, cette possibilité de pouvoir intervenir aussi chez Frédéric par le système d'entraide quand lui ne pouvait pas être là. Donc, en fait, ça s'est fait naturellement, tout ça. C'est assez curieux. D'ailleurs, on n'a pas établi de contrat, c'est du contrat moral et du bon sens et de la confiance. Et on a tout intérêt à ce que ça tienne comme ça parce que en fait, il y va, moi, de la pérennité de l'exploitation, clairement. C'est-à-dire que si demain, je venais à me séparer du système dans lequel on est, il faut que je rachète du matériel, il faut que je rachète tout ça, et j'ai pas de bâtiment. Donc, enfin, je veux dire que le système est complètement obsolète et infaisable, quoi. Donc, en fait, on ne s'entend pas par la force des choses, on s'entend parce que, en fait, il y a une alchimie qui s'est passée. Et même si on est souverain, chacun chez soi, je teste des choses, on en discute. Des fois, je dis à Fred, tiens, je testerai ça. Bah, il me dit oui, fais-le. Puis il sait que, bon, bah voilà, si je me casse la gueule, bah, il saura qu'il faut pas faire. Et puis de temps en temps, c'est plutôt Fred qui fait. Je lui dis là, quand même, t'es culotté, bah, je le laisse faire. Et puis il le fait, ça marche. Et bah, je dis tiens, bah, je vais piquer l'idée. Et puis voilà. Et avec ça, et à côté de ça, il n'y a pas que moi. Il y a aussi les animaux qui viennent dans l'écosystème. Et parce que c'est du vivant et que ça nous inspire. Et ça inspire aussi l'exploitation à Fred. Parce qu'en fait, quelque part, depuis qu'il y a des animaux, il y a du métail qui se met en place. Et puis on se dit, bah tiens, oui, on produit du métail, mais si on pouvait produire du métail pour les collègues autour. Et puis donc ça diversifie l'assolement, ça nous permet d'être plus résilients. Et puis on commence à penser autrement. Voilà. Oui, alors ça m'amène une réflexion, cette idée d'interdépendance. On en discutait avant en parlant de contrat et de liberté. Et en fait, Frédéric a dit non, non, mais ça va beaucoup plus loin que ça. En fait, on n'est pas dans un contrat moral et où on va rester avec l'autre par pure éthique ou pure bonté d'âme ou simple intérêt économique ou technique en voyant chez l'autre
seulement l'intérêt, ce qui est la base de la pensée libérale. Mais tu dis non, non, en fait, on est dans une cordée et en fait, on est beaucoup plus engagé que ça. Tu peux creuser? Oui. Je voudrais, avant de creuser ce point-là, aller plus loin sur le côté voisinage, relation entre voisinage. Pour moi, c'est important d'intégrer en agriculture qu'on on a la chance d'être pratiquement l'une des seules activités où on n'est pas vraiment en concurrence avec ses voisins. À partir du moment où on est céréalier, on est éleveur classique. Alors c'est sûr, si on est paysan boulanger, si on est maraîcher, on va se retrouver sur le même marché. Mais dans les activités que l'on a, on n'est pas vraiment en concurrence. En fait, si j'aide mon voisin à être plus performant, ça ne change rien. Chez moi, je reste simplement peut-être que la gratitude de mon voisin, mais la gratitude de mon voisin, c'est déjà beaucoup. Et donc ça, c'est important. Et puis après, c'est de considérer que plutôt que d'aller chercher ou de faire en sorte qu'on agrandisse son exploitation, eh bien, agrandir son exploitation, c'est prendre plus de risques, c'est d'avoir plus de travail, d'être obligé d'augmenter son matériel, d'augmenter son besoin de fonds de roulement, etc. Souvent, c'est aussi un chiffre d'affaires qui augmente et un coût de production net par unité de production qui augmente aussi. Donc une marge globalement qui diminue, mais comme on vend plus d'unités, on gagne à peu près autant ou un petit peu plus. Alors que la stratégie de pouvoir collaborer, c'est de se dire, eh bien en fait, je ne vais pas aller chercher des hectares supplémentaires si j'ai déjà disons, une taille économique qui est correcte, mais grâce au partage que je vais pouvoir faire et aux compétences que je vais pouvoir rentrer sur mon exploitation, je vais peut-être augmenter ma productivité ou aller chercher des nouveaux marchés. Je vais certainement arriver à diminuer mes coûts de production. Et donc, ce calcul-là fait que ma marge par unité de production va grandir et ma résilience va s'améliorer. Et ça va être beaucoup plus performant que d'aller chercher des hectares supplémentaires, à partir du moment où on a une structure. Alors ensuite, l'aspect cordée. Faut intégrer que l'un et l'autre, et une partie des autres personnes qui sont avec nous dans cette communauté d'intérêt, on y est aussi quelque part parce qu'on a des contraintes fortes. Alors dans les contraintes fortes, c'est qu'on est en Sologne et que la rentabilité est un peu serrée. Donc on est obligé de fonctionner ensemble. C'est une astuce assez forte. Ensuite, bien moi, dans mes contraintes fortes, j'habite à 3h30 de la ferme. Donc un aller-retour, c'est 7 heures, c'est 300 €. C'est une contrainte extrêmement forte. Donc j'ai absolument besoin de collègues qui sont soit sur l'exploitation, soit en périphérie de l'exploitation, faire en sorte que l'exploitation vive, sinon elle serait certainement pillée. Ou il y a besoin qu'il y ait du monde dans l'exploitation. Et donc, je pense que mes collègues ont aussi leurs contraintes fortes, comme Franck, aucun site d'exploitation, d'avoir la possibilité d'avoir un site d'exploitation à portée de la main, ça résout le problème tout en apportant une présence, alors que moi je ne peux pas être sur mon exploitation. Donc c'est un petit peu cette combinaison-là qui fait que ça marche. Et comme on l'avait dans l'échange en préparant, on ne peut pas rentrer des gens à l'infini dans un écosystème comme ça. Entre 5, 6, 7, 8, ce sera peut-être le maximum, mais il faut absolument que les prochains qui arriveront dedans, s'il y en a, ce soient des gens qui apportent des pièces vraiment manquantes dans le système. Si c'est une personne qui serait un deuxième Frédéric Thomas ou un deuxième Franck ou un troisième José, globalement, il n'a pas vraiment sa place.
Et c'est vraiment cette diversité. Et on pourrait pas mieux comparer ça qu'un couvert végétal. Bon, rajouter une 4e légumineuse dans un couvert végétal, qu'il y en a déjà 3 qui sont bien corrects, c'est pas la peine. Ça n'apportera rien de plus. Ça peut même apporter des conflits. Merci. Alors tu dis que ça croît pas beaucoup. Là, vous avez accueilli un jeune maraîcher. Alors on va arrêter là pour ce soir. Il y a plein de choses et ça touche aussi énormément de sujets. Je pense qu'on y reviendra dans un rendez-vous ultérieur. C'est qu'en fait maintenant vous avez même analysé et traiter le problème des sangliers. Hein. Le sanglier est un énorme problème partout en France, mais alors particulièrement en Sologne. Et en fait, je souhaite que vous arriviez à le régler, mais en fait, vous avez commencé à régler ce problème-là de manière positive et pas en essayant d'éradiquer les populations. Mais ça, c'est un sujet, je te promets, Frédéric, on y reviendra dans quelques temps. On va terminer. J'aimerais pour conclure vous poser les deux mêmes questions. Je vais commencer par Franck. Si on parle aujourd'hui de ton élevage, de ton système, le système que tu as mis en place, qu'est-ce que tu dirais alors soit à un jeune qui a envie de s'installer, soit à un agriculteur qui a envie de basculer dans ces systèmes-là? C'est quoi en fait le meilleur conseil que tu peux lui donner et puis une erreur à éviter? Mhm. Euh, le meilleur conseil, c'est on va dire, c'est assez bateau, mais c'est de croire en ses rêves et en ses convictions, tout en étant lucide sur euh, euh, la possibilité de réussite à court terme. Je parle de ça parce qu'en fait, aujourd'hui, la structure tourne, mais je ne me rémunère pas, je ne sors pas un salaire complet avec la ferme. Donc, il faut bien être conscient de ça. C'est qu'on ne peut pas vivre avec 70 hectares, même si on fait des belles choses. Et il reste encore du chemin. Par contre, je me fixe un objectif. C'est parce qu'il faut en parler de ça financièrement. C'est que on peut aussi nous dire, bah ouais, bah vous avez du conseil à côté, et donc c'est facile. L'objectif, c'est que ça tourne, parce que sinon on se discrédite. Donc à court terme, je pense pouvoir me sortir de 150 € de l'hectare, voilà, assez facilement, parce qu'en fait, je suis pas chargé, j'ai très peu d'emprunts. Donc voilà, c'est croire en ses rêves et faire attention au niveau des charges. Et tu m'as dit donc Une erreur que tu aurais faite et qu'il faudrait éviter. une erreur, ce serait, je dirais que pas facile à dire, mais démarrer sur un coup de tête, non, il faut quand même planifier les choses. Parce que j'aurais pu me brûler les ailes. Euh, le hasard de la vie a bien fait. C'est-à-dire qu'il y avait Frédéric là, l'exploitation disponible touchait à celle de Frédéric. Donc il y a des choses qui se sont passées que voilà. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes, mais parce qu'il y a eu peut-être un croisement des astres qui ont fait que ça s'est bien goupillé. Donc j'ai une chance dans la mise en place du système. Donc il faut bien le penser et construire son chemin quand même. Voilà, et se dire qu'il y a peut-être un plan B et un plan C qu'il faut mettre en place, comme dans la mise en place d'un système de culture en agriculture de conservation, pour se dire, bah voilà, si jamais ça passe pas là, il faut quand même que j'ai un point de repli. Voilà. Donc sur des petites structures, c'est aussi de se dire, en attendant que ça tourne bien, avoir quand même un boulot à côté, parce que sinon c'est peut-être pas si évident que ça, quoi. Frédéric, je vais te poser la même question. Donc, de manière plus générale, parce que c'est vrai que tu as une longue expérience à la fois d'agriculteur, de formateur, tu as vu beaucoup de choses. Un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, donc avant d'arriver à l'écosystème de production, d'abord avoir des sols qui tournent et un système qui soit rentable. En fait, voilà. Comment est-ce qu'on peut s'engager dans cette voie-là? Un conseil et une erreur à éviter. Je dirais
comme l'a dit Franck, c'est vraiment d'avoir envie, pas d'être rêveur, mais d'avoir envie au plus profond de soi-même, c'est de le sentir quelque part. Cocher la case, je me sens dans la peau d'un agriculteur. Ensuite, prendre du temps pour visiter, participer à des travaux, être sur des fermes qui sont un petit peu similaires, voire des fermes qui sont différentes pour se faire une idée, parfaire un petit peu son idée. Tu as utilisé le mot chemin qui me paraît bien. Ensuite, c'est d'être un peu opportuniste. Faut se laisser porter un petit peu. Et si on est trop rigide, et on peut passer à côté de belles opportunités. Alors, on ne peut pas tout avoir en même temps. Et l'histoire de Franck est exceptionnelle, parce que s'installer, comme tu l'as dit, dans les terres les plus pourries du département, fallait quand même oser le faire. Mais à côté, il y avait une énorme opportunité de l'écosystème. Donc, quand il a hiérarchisé, il a favorisé l'écosystème, le challenge par rapport à la qualité des sols. Alors qu'il serait installé dans une très bonne zone céréalière du département, à quelques dizaines de kilomètres, il aurait eu peut-être des très bonnes terres, mais il n'aurait pas eu l'écosystème, le matériel, et donc sa réussite aurait peut-être été plus compliquée. Donc ce côté un peu opportuniste, je dirais, après, être flexible. Être flexible parce que, en fait, malheureusement, on oblige les gens qui s'installent souvent à faire des plans. Et on fait un programme, on remplit des tableaux, on va faire telle culture, telle culture. Moi, après 25 ans d'installation, eh bien, ma foi, je refais 3 fois mon plan dans l'année, même des fois plus. Et donc, faut avoir une certaine forme de flexibilité parce que le climat va être changeant, parce que les opportunités vont être différentes, parce que les rencontres vont être là. Et donc, faut être capable de bouger avec tout ça. Je ne peux pas mieux comparer le métier d'agriculteur à marin au large, quoi. Ceux qui font les courses comme le Vendée Globe. Si le gars veut vraiment imposer la ligne droite, qui est la ligne la plus courte entre les 2 points, il risque de casser son bateau, il risque de couler, mais il ne gagnera pas la course, quoi. Donc, il faut un peu se laisser porter par les événements, tout en restant à la barre, quand même, hein. Ensuite, dans les erreurs, alors peut-être une erreur, pour moi très importante, c'est s'éloigner des idéologies. Fuir ça. Il faut écouter, il faut s'inspirer d'un petit peu tout, mais on ne peut pas conduire une ferme, on ne peut pas conduire une activité agricole avec des idéologies. Ensuite, il faudra être prêt à accepter de faire des erreurs, et il y a des fois on fait tout bien, on l'a vu pour les colzas cette année. Oui. Et ça ne marche pas. Ben, ma foi, c'est de l'agriculture, ça aussi. Et tout ne marche pas toujours très bien, que ce soit en conventionnel, en agriculture biologique ou en agriculture de conservation. Et une ferme est un formidable outil pour s'éduquer. Et en fait, moi aujourd'hui, je dois remercier ma ferme parce que ça a été vraiment les difficultés que j'ai rencontrées, les erreurs que j'ai faites, qui m'ont permis de développer les compétences que j'ai aujourd'hui, parce que j'ai su rebondir, j'ai su l'écouter, j'ai su être flexible. Mais pas croire, pas être dans l'idéologie, pas être vraiment droit et dire c'est ça, je veux faire ça. Non, il y a des moments où il faut savoir un peu. Donc souvent, un agriculteur peut être comparé à un marin. Merci Frédéric et merci Franck. On va s'arrêter là pour ce rendez-vous. Merci à tous les deux. Alors, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Alors, on restera avec Frédéric et puis notre invité sera Olivier Corr, qui est un spécialiste du sol et de la microbiologie du sol. Et donc, on s'intéressera plus à ce qu'est l'activité biologique et comment est-ce qu'en fait elle peut rentrer comme outil au service d'un système performant. Si les sujets vous intéressent de l'agroécologie, la régénération des sols,
N'hésitez pas également à suivre notre podcast l'écho des campagnes. Et si le rendez-vous vous a plu, n'hésitez pas à partager. C'est notre plus belle récompense de le signaler à vos connaissances, à des gens qui pourraient être intéressés. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et j'irai plus loin, mettez des commentaires et mettez-nous des questions. Pour la prochaine fois, on prendra un petit moment pour répondre aux questions. Alors bien sûr, c'est des questions qui sont plutôt liées à l'agriculture, à l'agronomie, pas forcément, par exemple, à la façon dont Frédéric est habillé. Pour ceux qui avaient l'habitude des rendez-vous, il avait toujours une chemise de bûcheron à carreaux. Eh bien, rassurez-vous, vous ne la voyez pas, mais il a bien une chemise à carreaux ce soir. Voilà. Je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. Merci Au Mathieu. revoir. Merci. Merci Mathieu. À très bientôt.